Bonjour Frédéric, Bonjour, tu es co-secrétaire général du SNETAP FSU, tout à fait. un syndicat multicatégoriel de l'enseignement technique agricole public. Le 26, on est tous mobilisés et pour le SNETAP, quelle serait la première priorité, la première raison de cette mobilisation? La première raison de cette mobilisation pour les personnels de l'enseignement agricole public, c'est d'exiger un autre budget que celui qui a été maintenant voté, entériné juste avant Noël, et qui s'inscrit dans la continuité des deux précédents, à savoir un budget qui prévoit des suppressions d'emplois, 50 il y a 2 ans, 60 à la rentrée précédente, 80 pour la rentrée qui vient, sachant que ces suppressions d'emplois, l'enseignement agricole public et ces petits établissements n'en ont plus très clairement les moyens. Sans faire de mauvais jeu de mots, on se retrouve vraiment au dos au mur. On a déjà perdu l'essentiel de nos dédoublements, par exemple. Donc, c'est une dégradation non seulement des conditions de travail pour les personnels, mais c'est également une dégradation des conditions d'accueil et d'apprentissage pour les élèves, les étudiants et les apprentis. Donc, quand on en est rendu là, à ne même plus être en capacité, par exemple, de payer l'intégralité des heures d'accompagnement personnalisé pour les jeunes, alors qu'en plus, on est en pleine crise Covid dans nos dotations globales horaires, ça veut dire qu'on ne sait plus faire. Voilà. Et donc, ces 80 suppressions d'emplois supplémentaires, elles vont non seulement finir de nous empêcher de répondre aux besoins, par exemple, de la profession agricole qui, dans les 10 ans, va renouveler la moitié de ses effectifs qui partent en retraite, ce qui est un défi énorme, mais également dans l'incapacité de développer une nouvelle filière, une nouvelle offre de formation publique dans les territoires, à un moment où, sur le plan environnemental ou agricole en général, on en a plus que besoin. Voilà. Donc pour nous, c'est une question de survie. On a déjà vécu ce type de période, ça s'appelait le quinquennat Sarkozy. On a terminé en fermant des établissements. Voilà. Donc pour nous, cette possibilité-là n'en est pas une. Et le 26, il faut que ce qu'on n'a pas réussi à faire entendre au gouvernement par le Parlement, les personnels arrivent à le faire entendre dans la rue, de façon à ce qu'on ait un projet de loi rectificative rapidement, qui permette d'avoir un coup d'arrêt porté aux suppressions d'emplois. Alors, tu nous expliquais qu'une grande partie des personnels vont partir en retraite dans un futur très proche. Il faut du coup rendre un petit peu le métier attractif, en tout cas les métiers, parce que vous êtes un syndicat multicatégoriel. Au niveau du déroulé de carrière et de la rémunération, est-ce qu'au moins là-dessus, on a une attractivité? Alors, on est dans une situation très similaire à celle que connaît l'éducation nationale. On est en difficulté majeure d'attractivité sur la plupart des emplois de nos établissements. Donc, on pouvait se réjouir, même si l'effet d'affichage d'emblée nous avait laissé sceptiques, du fait qu'il y ait un Grenelle de l'éducation qui soit lancé. On a contribué avec un certain nombre de syndicats aussi de la fédération à ce que, d'ailleurs, ce Grenelle qui au départ était affiché comme Grenelle des enseignants soit rebaptisé Grenelle de l'éducation. Mais en dehors des slogans, c'est un gouvernement qui a bien du mal à suivre pour mettre ses actes en conformité, on va dire, avec ce qu'ils affichent. Et donc, c'est resté quand même des propositions d'abord très insuffisantes, hein, mais qui concernent pour l'essentiel le monde enseignant. Je rappelle, 69% des personnels, de toute façon enseignants, ne seront pas concernés in fine par ces pseudo-revalorisations qui, en réalité, se traduiront essentiellement par des primes au mérite. Et donc, tous les autres personnels que nous représentons sont hors champ. Je citerai notamment les AED, les AESH. Donc, nous, on a toute une communauté éducative et de travail ici qui était quand même en attente, et à plus forte raison, sachant que sur les 2 quinquennats précédents, on a subi le gel du point d'indice avec les incidences que l'on sait sur nos rémunérations. Et là, on est très, très, très loin du compte. Donc là, une nouvelle fois, si on est honnête, il n'y aura qu'en se faisant entendre et en indiquant clairement que les annonces présumées de Jean-Michel Blanquer sont totalement à la fois sous-dimensionnées, mais également une insulte pour une grande partie de la communauté de travail qui n'est pas concernée en réalité par cette revalorisation. C'est une nouvelle fois en étant dans la rue qu'on arrivera effectivement à se faire respecter, parce que c'est quand même de ça dont on souffre aujourd'hui. On ne nous respecte plus, on ne respecte pas l'expérience qui est liée à nos métiers. Ce qui fait la force, encore une fois, de nos communautés de travail, c'est leur diversité.
On a plusieurs exemples que je pourrais prendre. On a un taux de précarité chez nous qui est plus du double de celui de l'éducation nationale, donc elle est endémique. On va dire qu'on est en phase du coup avec les lois de transformation sur la fonction publique parce que on mesure chaque jour les effets délétères de cette précarité. Nos collègues, notamment des centres de formation pour apprentis ou pour adultes, ces centres sont des machines à précarité permanente. Ils sont obligés de se battre localement pour négocier leurs conditions de travail. Enfin, tout ça est totalement inacceptable, avec aucune perspective de titularisation sur poste. Enfin, voilà, pour prendre quelques exemples. Je pourrais prendre également les agents contractuels nationaux. Ils avaient eu une maigre revalorisation il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Mais la contrepartie qui a été trouvée par ce gouvernement, ça a été la non prise en compte de leur expérience pour déterminer leur première rémunération. Voilà un exemple de la maltraitance que les collègues subissent. On pourrait prendre aussi les AESH, élaboration d'une grille, donc on pourrait se réjouir. Non, elle est indigne, elle est écrasée à la base. Ça correspond au SMIC, du fait de l'absence de revalorisation des échelons intermédiaires. Et si rien ne change, donc là aussi c'est quelque chose qu'il faut qu'on exige, qu'on donne de la voix, et les AED ont commencé à se mobiliser, ainsi que les AESH, ils auraient au 1er janvier 2021, donc ils ont même, je dirais, parce qu'on est maintenant dans un courant janvier, donc on va en voir les effets, une inversion, puisque l'échelon 1 passera au-dessus de l'échelon 2. Voilà où on en est rendu, voilà comment on traite les gens, et le décalage là aussi avec les slogans, les discours affichés est en train de craquer de partout, et ça devient insupportable. Alors, pour ne rien améliorer à la situation, la crise sanitaire se pose aussi comme accélérateur de difficultés pour les établissements qui relèvent du champ de syndicalisation du SNETAP, mais pas que sur le plan sanitaire. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Oui, on est évidemment concerné par les difficultés sanitaires, la mise en place de protocoles qui soi-disant sont renforcés là où on a bien du mal, ne serait-ce qu'à mettre en place quelques mesures cohérentes sur l'ensemble du territoire. Donc strictement sur la question des mesures sanitaires qui sont mises en place, comme nos collègues à l'Éducation nationale, on a bien du mal à se faire entendre dans les CHSCT qui ont pourtant vocation justement à établir des préconisations pour l'employeur. Donc on a une inégalité de traitement manifeste sur le territoire, et les points de fragilité en période de crise sanitaire se payent cash. Donc on a, y compris dans la période actuelle, au-delà là aussi des beaux discours, des affichages d'un jeudi sur l'autre, des établissements qui se retrouvent à repasser en baisse de jauge, mais non pas parce qu'ils l'ont anticipé, mais parce qu'ils ont des clusters qui se développent. Là, c'est le cas par exemple en ce moment dans la région Occitanie. Tous les jours, on a un établissement qui ferme, ou un établissement qui ferme plusieurs classes. Et un pilotage extrêmement difficile avec des cadres intermédiaires qui ne peuvent pas s'appuyer sur un protocole clair. Donc, chacun fait comme il peut, comme il veut. Et là, on est très, très loin de la prévention. On n'anticipe rien, on réagit au mieux à ce qui se passe. Donc ça, c'est proprement insupportable. Et nous, on a une deuxième, je dirais, peine qui nous est infligée, et avec un ministre qui n'en prend toujours pas la mesure. C'est les effets qu'on a eus sur le premier confinement en particulier, et le second, même s'il avait été assoupli, sur une partie en réalité de nos centres constitutifs dans les établissements publics agricoles, à savoir nos exploitations et ateliers annexés, et nos centres de formation pour apprentis et pour adultes, qui ont, dans ce contexte-là, perdu beaucoup de leur capacité de financement. Même s'il y a eu un peu d'économie sur les charges, ils n'ont pas pu conduire leurs activités. On était sur une fermeture pour l'essentiel. Et donc, dans ce contexte-là, pour donner un ordre d'idée, juste avant les vacances de Noël, le ministre s'est félicité de 10 millions d'euros qui ont été versés pour essayer de compenser ces pertes, sauf que ces pertes, ne serait-ce que pour le seul enseignement agricole public, elles étaient évaluées à minima par sa propre administration à 26 millions. Voilà. Et là, on parle d'établissements qui sont au bord de la rupture et de la faillite. C'est comme ça que c'est écrit dans les rapports qui sont remontés, et Bercy ne l'entend pas. Donc, on verse des milliards à certaines filières dans l'économie réelle
juste à côté, et nos établissements, eux, on prend le risque de les rayer de la carte. Alors, si on fait le lien avec ce que je disais au départ sur des suppressions d'emplois depuis 3 années qui nous impactent également, on a des établissements qui, effectivement, risquent de ne pas avoir la fin du quinquennat. Voilà. Donc ça, c'est proprement inacceptable. Il y a nécessité là aussi que les personnels donnent de la voix, fassent entendre et soient en soutien pour que nos structures elles-mêmes arrivent à passer cette période de crise sanitaire de façon, on va dire, acceptable. Voilà. Et on en est très loin aujourd'hui, très loin du compte. Alors, pour donner de la voix et se faire entendre, on va se retrouver donc le 26 en manifestation et en grève partout en France. On retrouvera le SNETAP aussi dans la manifestation en Île-de-France pour pouvoir revenir un petit peu sur ces 3 points, et puis aussi toutes les autres revendications qu'on ne peut pas développer dans un petit extrait vidéo, mais qui pourtant sont bien présentes au quotidien. Essentiel. Donc tous en Merci beaucoup. grève le 26. Tous en grève et tous en manif. Tout à fait. On va donner de la Merci voix. Frédéric. Merci. Bonne journée. Bonne journée.